À la une de ce journal du 23 au 26 juillet 2023, des journalistes africains étaient en expédition en Russie. Ils ont pendant une semaine renforcé leurs capacités, partagé des expériences avec leurs confrères russes. Vous aurez quelques temps forts avec notre envoyé spécial. La 34e promotion de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer a effectué sa sortie. Ils se sont soumis aux règles de leur formation militaire, dont un défilé, et juré de servir leur pays respectif avec loyauté. C'est la fin de la semaine et comme habituellement, vous aurez la chronique de Business 24 Africa. Bienvenue à tous, vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Je vous l'annonçais en titre, des journalistes africains ont fait une expédition en terre russe. Au cours de ce court séjour, ils ont partagé leur expérience et enrichi leur savoir-faire en matière de journalisme et de pratiques modernes de communication. C'était dans le cadre de la deuxième édition du Forum russo-africain pour les jeunes praticiens des médias qui s'est déroulé du 23 au 26 juillet. La deuxième édition du Forum russo-africain pour les jeunes praticiens des médias a eu lieu du 23 au 26 juillet dernier, organisée par une institution conjointement avec le ministère russe des Sciences et de l'Enseignement supérieur. Au total, 160 représentants issus de 32 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, ont échangé en présentiel et en ligne avec 200 participants venus de la Fédération de Russie sur les enjeux liés à l'éducation et à la pratique des médias en Afrique au cours de ces dernières années. Nous avons terminé ce programme avec un succès. Nous avons reçu au moins 30 pays et différents participants y ont pris part. Concernant donc le programme d'échange, nous avons pu retenir des problèmes qu'on prendra en compte et auxquels nous essayerons de trouver des solutions. Nous avons donc à cet effet fait un communiqué dans lequel différentes opportunités sont reflétées. Je parlais d'opportunités par des programmes d'éducation, pour former des jeunes professionnels qui sont dans les médias, les journalistes civils, ainsi que le grand public qui œuvre dans le développement durable. In media sphere for joint educational programs to train young professionals in the media sphere, to train civilian journalists, to train general public in many areas, including the Sustainable Development Goals. The aim of this forum is to establish the relationship. L'objectif de ce forum est d'établir la relation entre les journalistes russes et africains, spécialement les jeunes journalistes, pour discuter les problèmes rencontrés par les médias en Afrique et dans la Fédération de Russie. À ce forum, il y a des participants venant de plusieurs pays africains comme le Nigeria, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et bien d'autres. La rencontre qui s'est tenue à Moscou à l'Université de l'Amitié des Peuples Patrice Lumumba, Ruden University, a été composée de 2 tables rondes qui ont abordé principalement l'enseignement du journalisme en Russie et en Afrique, ainsi que les relations Russie-Afrique vues de l'extérieur. Et des ateliers ont également eu lieu pour identifier les meilleurs moyens de promouvoir et de sensibiliser à travers les médias sur les objectifs du développement durable. Moi, j'avais déjà commencé à bosser et travailler sur cette ligne éditoriale. Avec ce que j'ai appris ici, je rentre maintenant et continue avec le travail et éduquer. Le rôle de l'association, c'est premièrement d'assurer l'intégration des étudiants africains une fois venus en Russie. L'intégration des étudiants africains n'est pas vraiment si facile que ça. On a plusieurs types de barrières, par exemple la barrière de la langue et également la température. Premièrement, la langue est vraiment difficile, mais pas vraiment difficile pour ceux qui veulent vraiment étudier. Au terme des travaux, les participants ont promis de renforcer la collaboration et les partenariats stratégiques entre la Russie et l'Afrique pour améliorer l'éducation aux médias, l'échange de connaissances et le partage d'informations. De plus, il a été souligné que l'Afrique peut mieux faire passer ses besoins de développement, ses avancées et ses aspirations au reste du monde en exploitant son potentiel médiatique. Retour en Côte d'Ivoire avec une page sécurité maritime. La 34e promotion de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer a effectué sa sortie officielle le mercredi 2 août 2023 au sein de la prestigieuse école.
devant le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, leurs parrains, devant autorités, parents et amis. Ils se sont soumis aux règles de leur formation militaire, dont un défilé et juré de servir leur pays respectif avec loyauté. Le reportage est signé Philippe Zabo. Passation de barre entre la 34e promotion sortante et la 35e promotion qui entre. Distinction des meilleurs élèves, remise d'épaulettes par les autorités, puis défilé de tous les pays appartenant à l'ARSTM, représentés par leur bannière. Tels sont les temps forts de la sortie de la 34e promotion de l'ARSTM. Un beau défilé où le commandant de troupes s'est distingué. Les pas, tout était bon, tout était en harmonie avec la musique et ça allait, il fallait juste poser le pied gauche quand tu entends le boom de la fanfare. C'était ça en fait. Avec beaucoup de répétitions, on a pu gérer aujourd'hui. Avant cela, la cérémonie a été marquée par une série d'allocutions. Le directeur général de l'ARSTM a profité d'un film institutionnel pour faire l'apologie de son école et présenter son plan stratégique. Je saisis donc cette occasion pour lancer un appel à toutes les entreprises partenaires afin de nous aider à la réalisation de ce projet qui permettra de donner la chance à plus de jeunes d'intégrer l'ARSTM. En plus de ces réalisations, l'ARSTM a pour ambition de relever de nombreux défis consignés dans son plan stratégique 2021-2025. Il s'agit notamment d'acquérir un navire école, poursuivre la collaboration avec l'agence Emploi Jeunes en vue de la formation par réqualification de 750 jeunes aux métiers connexes à l'exploitation offshore des hydrocarbures. Créer une école de plongée, ouvrir une école de cybersécurité, etc. Quant au parrain de la cérémonie, comme un père des familles, il s'est épanché sur les doléances de tous. Mais il a exhorté le monde maritime en lui demandant de s'accommoder aux défis de la digitalisation. Cette journée mémorable de sortie de la 34e promotion des élèves officiers de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer nous montre à un haut point que la mer ainsi que toutes les activités qu'elle génère constituent un levier important de l'économie de nos différents États membres. C'est le lieu aussi d'apprécier à travers cette école l'intégration africaine dont fait preuve cette grande école. De ce fait, il apparaît impérieux que les politiques publiques axées sur le développement de l'industrie maritime ainsi que les enseignements qui y sont relatifs tiennent compte des nouveaux enjeux du monde maritime. Au nombre de ces enjeux figurent la digitalisation et l'émergence de l'intelligence artificielle. Ces pratiques nouvelles, de par la simplification des procédures maritimes et portuaires et de par la dématérialisation qu'elles induisent, viennent fortement impacter les pratiques en cours dans le secteur. Je voudrais donc nous inviter à mener des réflexions prospectives en vue de la prise en compte de ces exigences nouvelles qui contribueront à améliorer la qualité des services. Chaque année, la sortie de promotion de l'Académie des mers a pour but de présenter la nouvelle élite des cadres des fonctions rattachées à la mer. Cette année, ils sont au nombre de 198. Depuis le 1er août 2023, la Côte d'Ivoire est en deuil. L'ancien président Henri Konan-Bédié est décédé, laissant tout un pays dans la douleur. Depuis au domicile du défunt, les visites de soutien s'enchaînent. Ce vendredi, c'était au tour de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire de marquer son soutien. Les détails avec Konena Nogo et Richard Akeke. Il était 19h ce vendredi soir lorsque la haute délégation de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire franchit la porte de la résidence de l'ancien président de la République Henri Konan-Bédié, décédé le mardi 1er août 2023. Conduite par le président Ahmed Cissé lui-même, la délégation du patronat est venue apporter sa compassion et son soutien à la famille de l'ex-chef d'État, notamment à son épouse, en cette période de tristesse. Outre la présentation des condoléances, le président Ahmed Cissé et ses collaborateurs étaient venus s'acquitter d'un devoir de reconnaissance envers feu Henri Konan-Bédié pour le dynamisme apporté au secteur privé ivoirien
durant ses 6 ans de magistrature suprême. De son passage à la tête de l'État, religieux, hommes d'affaires et fonctionnaires se rappellent de ses actions. En effet, après que le président Houphouët-Boigny ait accepté d'accorder, n'est-ce pas, une place au plateau pour la mosquée, le président Bédié en a posé, n'est-ce pas, la première pierre. Et par la suite, il a aussi donné la fréquence radio Al-Bayan. Al-Bayan aujourd'hui qui fait la fierté de la communauté musulmane et je dirais de la communauté nationale. Le président Bédié, dans les années 70, a été un des membres fondateurs quand même de cette société, qui est la première société citoyenne de Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est pour ça que nous n'avons pas hésité un seul instant à accompagner notre président du conseil d'administration. Ce décès brutal nous a totalement affligés, mais en même temps, en tant que croyant, on rend grâce à Dieu de lui avoir épargné une longue maladie, une souffrance. Il est parti comme il a vécu, en pleine action. Né le 5 mai 1934, Henri Konan Bédié est décédé le 1er août 2023 à l'âge de 89 ans. Pour lui rendre hommage, un deuil national de 10 jours a été décrété par le président de la République. Poursuivons cette édition avec une parenthèse environnement. Alain Richard Donvaï, président de la COP15 désertification, et Edouard Fongbéi, directeur général du Centre national de télédétection et d'information géographique, ont signé une convention de partenariat. La COP15 s'est résolue à être un catalyseur de la lutte contre les effets du changement climatique grâce à l'appui du Centre national de télédétection et d'information géographique pour la restauration du couvert forestier en Côte d'Ivoire. Le reportage de Djekou de Silva est commenté par Konena Nogo. Ils se sont rencontrés. Ils ont échangé sur leur cadre de collaboration. Eux, ce sont Alain Richard Donvaï, président de la COP15 désertification, et Edouard Fongbéi, directeur général du Centre national de télédétection et d'information géographique. Et pour cause, 80% du couvert forestier de la Côte d'Ivoire a été détruit par les besoins de l'agro-industrie. Ce partenariat est une étape majeure dans la quête commune pour relever les défis environnementaux. Alors c'est une collaboration qui sera gagnant-gagnant, je l'espère, en tout cas gagnant pour nous, ça c'est sûr. La COP15 a l'intention donc à travers cette collaboration avec le CNTIG de pouvoir bénéficier donc de l'apport des nouvelles technologies dans la surveillance des écosystèmes, la surveillance de l'environnement et surtout permettre à la décision pour les responsables, aussi bien politiques que techniques, et la décision pour combattre donc la dégradation des sols, prévenir les effets négatifs de la sécheresse et tout ce qui entoure donc l'observation de la dégradation du climat et la préservation donc de nos écosystèmes. Oui, exactement. Vous savez que la télédétection, c'est l'art d'observation de notre couvert végétal, de notre pays à travers les satellites. Donc les informations que nous collectons et qui sont plutôt collectées peuvent être traitées et quand on les traite, on est capable de donner des informations par rapport au cours d'eau, leur évolution, leur rareté et qu'est-ce qui a bougé dans le temps. Alors ce que nous faisons ici dans le cadre de tout ce qui est analyse spatio-temporelle, donc ça veut dire tout ce qui est dans le temps, tout ce qui s'est passé d'une période T1 à une période T2. Notons que la 15e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse COP15 s'est tenue à Abidjan le lundi 9 mai 2022. Au titre des recommandations, la COP15 d'Abidjan s'est décidée à combattre les tempêtes de sable et de poussière et d'autres risques de catastrophes croissantes. La déclaration finale d'Abidjan a prévu de s'attaquer aux migrations forcées et aux déplacements provoqués par la désertification et la dégradation des terres. Rendons-nous à présent à Bouaké. Après 6 mois d'exercice, le district autonome de la vallée du Bandama a marqué un arrêt pour faire le bilan de ses activités. C'était lors d'un conseil ordinaire du district présidé par le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi.
On note qu'au premier semestre de l'année 2023, les actions du gouvernorat ont marqué positivement la vie des populations. 7 points étaient à l'ordre du jour de cette session ordinaire du Conseil du district autonome de la vallée du Bandama. Dans l'ensemble, il s'est agi de faire le bilan de la gestion du Conseil au premier semestre de l'année 2023. Les travaux ont en effet porté essentiellement sur l'examen de rapport d'activité du premier semestre 2023, sur l'examen de l'état d'exécution du budget et enfin sur l'examen et adoption du budget modificatif numéro 1 de l'exercice 2023. Ce dernier point, voté à l'unanimité des membres du Conseil, permet une augmentation de 12,93% du budget primitif, passant de 1 436 503 000 francs CFA à 1 622 310 000 francs CFA. Nous avons donné une partie de cette augmentation au fonctionnement, mais la plus grande partie est allée à l'investissement pour nous donner plus de capacité de réfléchir et d'agir sur le terrain. La part qui allait au fonctionnement va nous aider à mieux nous installer pour mieux servir nos populations et mieux remplir nos missions. La part qui va aux investissements va nous permettre de faire des études de qualité parce qu'en deçà d'un certain seuil, il vous est difficile de coopter de bons cabinets pour réaliser vos études. Et je crois que nous pouvons être suffisamment fiers de ce que nous avons pu réaliser. Nous sommes assurés que dans le courant du deuxième semestre, avec le budget déjà en place, nous allons faire encore plus et encore mieux au profit de nos populations et au profit de notre district. Globalement, c'est un bilan satisfaisant qui a été exposé durant ce conseil du district autonome de la vallée du Bandama. En termes de perspective, le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi entend multiplier et renforcer pour le reste de l'année les initiatives de développement au profit des populations. C'était un compte-rendu de Emmanuel Bonzo. La Ligue jeune de Yamoussoukro a procédé le mardi 1er août 2023 à l'ouverture du tournoi de football des jeunes de 7 à 15 ans, doté du trophée de la première dame Dominique Ouattara. Dénommé le tournoi de la Fondation Children of Africa, ce tournoi a été mis en place dans le souci de faire passer aux enfants des vacances scolaires saines. À Yamoussoukro, il est placé sous le parrainage du ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME Souleymane Diarra-Souba. Suivez. Ils sont venus nombreux de plusieurs petits clubs de la ville de Yamoussoukro afin de s'affronter sur le terrain avec une ambition d'entente, d'union et de fraternité. Le coup d'envoi a été donné par Diaby Moussa, président de Yamoussoukro Football Club, représentant le ministre Souleymane Diarra-Souba, qui a encouragé ses enfants à profiter de ces moments récréatifs. Alors le ministre me charge de saluer tous les enfants, tous les jeunes de Yamoussoukro. Le ministre me charge de les féliciter, de leur dire que c'est un moment récréatif en attendant la rentrée des classes. Et il souhaite que les enfants profitent pleinement de ce temps de vacances-là, sainement et dans la paix. Nous voulons dire merci à tous nos partenaires qui nous accompagnent, les partenaires locaux comme ceux d'ailleurs qui nous accompagnent sur l'événement. C'est vraiment dire qu'ils ont tous épousé l'esprit, l'objectif de la première dame qui est de faire en sorte que nos enfants puissent terminer sainement les vacances et permettre de reprendre vraiment l'année scolaire avec de très bonnes idées et fournir les meilleurs résultats. Nous disons merci, ce n'est que le lancement. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour des finales explosives à Yamoussoukro. Merci à tous de créer la joie pour nos enfants. Direction la région du Gontougo. La première journée du tournoi de la cohésion sociale doté du trophée Nana Dengra Kwasi Adjiman, roi des Brons qui regroupe les 29 sous-préfectures de la région du Gontougo, s'est tenue le week-end dernier. Deux équipes ont croisé les crampons. Il s'agit du match ayant opposé Laoudiba à Pinda Boroko. Plus de détails avec Anissé Kwadio.
Le stade El Adjali Timité de Bondoukou, construit à la faveur de la fête tournante de l'indépendance en 1971, théâtre de la toute première opposition de la première journée du tournoi de la cohésion qui porte le nom de Sa Majesté Nana Kwasi Adjeman, roi d'Hébron. L'équipe de Penda Boroko en vert et Laoudiba en rouge et blanc ont ouvert le bal. Après un match totalement ouvert, 2 buts partout lors du temps réglementaire. C'est la séance des tirs au but qui a départagé les deux formations. Laoudiba, plus à droite que celle de Penda Boroko, 5 tirs à 4. Je suis très content de notre victoire. La victoire, c'est le travail qui paye. Les dignitaires du royaume Bron se félicitent de l'organisation de ce tournoi de la cohésion qui répond à leurs attentes. Le football, c'est un moyen de communication, un moyen de rassemblement et un moyen d'ouverture de voix. Donc ça permet à la jeunesse de se frotter et puis de s'aimer. Pour l'année de la jeunesse, c'est vrai, la fondation Adal Kessié s'occupe de culture. Mais la culture est toujours alliée au sport. Le fair play a été respecté et je pense que c'est ce qu'on demande. Un grand moment de sport, de cohésion que salue la direction régionale du sport du Gon-Togo. Les deux équipes ont très bien joué et elles nous ont donné à voir de très belles parties de jeu. C'est encouragé. Au-delà de ça, nous avons vu un match sans heurts. Et c'est encourageant pour les autres rencontres qui vont se dérouler parce que ce qui est prôné, c'est la cohésion sociale, c'est la paix. Pari réussi pour la fondation Adaye Kessié, dirigée par Bini Daouda, qui veut à travers l'organisation de ce tournoi offrir un espace de rencontre, d'échange et de fraternité entre tous les jeunes issus des 12 ethnies qui composent la grande région du Gon-Togo autour des idéaux de paix, de la cohésion et du partage que prône Sa Majesté Nana Kwasi Adjeman, roi d'Hébron. Partons pour Oumé. En vue d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des veuves et des orphelins dans le département, l'association Miracle et Vie a organisé une séance d'information. Une séance au cours de laquelle elle a présenté les objectifs de l'association et a fait des dons. Reportage. Pour contribuer à l'autonomisation et au développement d'une activité commerciale en vue de permettre aux veuves de se prendre en charge et assurer la prise en charge des orphelins, l'association Miracle et Vie a décidé de les mettre en association. Elles sont venues du département d'Oumé pour prendre part à cette séance d'information suivie de remises de dons motivés par l'amour, le partage et la volonté de venir en aide aux veuves, aux orphelins et aux démunis. Il s'agit de faire en sorte que ces veuves soient en sécurité et à l'abri du besoin. Il y a des femmes veuves qui souffrent quelque part. Tu es couché tranquillement chez toi, il y a des femmes veuves qui pleurent. Elle n'a rien à manger avec ses enfants. Alors cette association est venue pour aider ces femmes. Alors si tu nous vois, si tu nous entends, viens, nous avons besoin de centres de formation pour ces femmes. Des centres de formation, de transformation. Ici, il y a le vivrier. Nous voulons avoir des centres de formation pour transformer tous ces vivriers afin que ces femmes puissent se prendre en charge et prendre en charge leurs enfants. Les veuves ont remercié l'association et ont appelé leurs sœurs à adhérer massivement. Nous sommes venus à l'association Miracle et Vie. Ça nous a apporté beaucoup de joie, de satisfaction. Nous souhaitons aussi que toutes les personnes qui sont intéressées viennent aussi s'adhérer. C'est pour aider les femmes veuves, les orphelines et puis partager beaucoup de choses ensemble. L'association Miracle et Vie a l'ambition de donner du sourire à toutes les veuves de Côte d'Ivoire. L'ultimatum de la CEDEAO contre les généraux putschistes nigériens arrive à terme ce dimanche 6 août. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le pouvoir n'est pas rendu et Bazoum reste captif. Pire, les torses se bombent. La guerre annoncée comme dernière option finira certainement par être la seule option. C'est du moins ce qu'en pense Issa Badini. C'est l'heure de la chronique sur Business 24 Africa. La CEDEAO est sûre, le Niger est certain. À quelques heures de la fin de l'ultimatum lancé par l'organisation sous-régionale pour faire plier les généraux au Niger, c'est le statu quo. Personne n'a fait un pas qui irait dans le sens de la raison. En tout cas, pas au niveau des généraux à qui il est demandé de repartir où ils sont quittés, c'est-à-dire dans les casernes ou dans les maisons de retraite pour certains. Bien au contraire, le général Tiani et ses hommes bandent les muscles, ils donnent de la voix, avec bec et ongle, ils veulent protéger entre griffes
L'air chose, même sur les cadavres du même peuple qu'on dit vouloir gouverner. Bazoum reste dans les géoles, le pouvoir dans les crocs des hommes détenus. À ce rythme, on peut aisément dire vive la guerre pour stopper la spirale des coups d'État ou vive la guerre pour les promouvoir. C'est selon qui va lâcher le morceau entre la CEDEAO, à qui on se doutait il y a peu si des couilles il en reste encore, et les généraux du Niger, accompagnés pour la circonstance des hommes forts de Bamako et de Ouaga, qui, avec des coups de bluff ou de sang, promettent l'enfer à Abuja, Dakar, Abidjan, Cotonou ou Lomé. Le constat est donc clair. Nous sommes face à une guerre de survie. La CEDEAO, qui joue sa toute dernière carte dans le processus de sa mise à mort, décidée dans son dos. Et de l'autre côté, il y a ce qui est permis aujourd'hui d'appeler l'amicale des amis du putsch, qui ne voudrait en aucun cas être empêché d'élargir son périmètre. Si la junte nigérienne n'a pour l'instant pas avalé la totalité de la proie, au Burkina et au Mali, où on appelle fermement à protéger le putsch, Goïta et Traoré ont réussi à stabiliser leur pouvoir, sauf que si la CEDEAO gagne au Niger, les régimes militaires à Ouaga, Bamako et Conakry, dont les rêves de rester au pouvoir n'étonnent plus personne, vont devoir organiser des élections et partir au risque de se faire déposer tout bonnement et aussi par les boys du nouvel homme fort de la CEDEAO. Ce n'est donc pas pour l'amour du Niger ou des Nigériens que Goïta, Ibrahim Traoré et dans une moindre mesure Mamadou Doumbia bandent les muscles au point d'annoncer leur probable départ de la communauté. C'est de leur propre peau qu'il s'agit. Croyez-moi, car comme le dit l'adage, ce qui touche les cheveux finira par caresser aussi les oreilles. Et ils le savent plus que bien. D'où le mon pied ton pied avec les patrons de cet autre coup de canif dans la démocratie nigérienne. Le coup d'État de trop dans la région, surtout pour les raisons avancées selon la CEDEAO. Le choc semble donc inévitable au regard des discours, sauf si les dieux de la raison réveillent tard cette nuit le général Tiani, le faire asseoir sur un tabouret et le conseiller. Qu'à cela ne tienne, on sait déjà qui va gagner. Ce sera la CEDEAO ou dans une moindre mesure le général Tiani. Et le perdant, il est tout aussi identifié, avant même que les premières balles ne commencent à siffler. C'est le peuple nigérien dont le quotidien, avant même ce coup de force, n'enviait pas grand monde. Les banques sous les sanctions commencent à rationner, le coût des denrées de première nécessité vole à la verticale, l'électricité des rares dans certaines localités, la banqueroute pas loin, les défauts de paiement si près. Ajouté à ce fardeau, le peuple paisible nigérien va devoir, avec ses appels du genre « aide-moi à détester », apprendre à se faire de nouveaux ennemis. Mais bon, à la guerre comme à la guerre, sacrée Afrique, sacré printemps des coups d'État. Ceci étant, ça passe si la raison l'emporte et donc pour la CEDEAO, à partir de ce dimanche où ça casse, dans ces cas-là, on pourra dire au suivant. Voilà qui vient mettre fin à ce journal que j'ai eu l'honneur et le plaisir de vous présenter. Continuez de suivre Business 24 Africa, c'est la télé utile. Au revoir.